Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Bienvenue à la formation ce matin qui a comme titre Lancement et mise en œuvre d'un Makerspace avec Sylvain Vachon. Je tiens à mentionner que cette formation est enregistrée et qu'au cours des prochaines semaines, le tout sera mis sur le site du Centre Franco. Merci de mettre vos micros en sourdine et en même temps, si vous avez des questions durant cette formation, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ou encore, justement, à prendre le 10 micro. Je termine en vous mentionnant qu'on veut remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette initiative ce matin. Alors, bonne formation tout le monde. Et puis, Sylvain, je te donne le bâton du pèlerin, donc le micro pour offrir cette formation aujourd'hui. Merci d'être là. Merci, Louis. On a un petit problème technique avec ma première invitée, mais je pense que c'est à son bout. Là, elle semble ne pas être capable de nous entendre. Mais elle va faire un redémarrage puis elle va se rebrancher. Donc, c'est correct. On a quelques minutes avant que ça commence, avant l'entrevue. Donc, bon matin tout le monde. Merci beaucoup de l'introduction, Louis. Je suis super content d'être avec vous autres ce matin. Comme Louis a mentionné, mon nom, c'est Sylvain Vachon, puis je vais être votre animateur pour le prochain 90 minutes. C'est un 90 minutes qui va être assez chargé, mais sachez que je serai disponible par la suite et par courriel éventuellement si vous avez d'autres questions pour moi. Fait que je commence par vous remercier de vous être branchés. On est le 7 août, là, on a encore quelques semaines de vacances. Fait que je vous remercie grandement d'avoir pris le temps ce matin de votre temps pour venir vous brancher à ces ateliers ici, qui va se concentrer aujourd'hui sur le lancement et la mise en œuvre d'un Makerspace, soit au sein d'une école ou encore une fois au sein d'un conseil scolaire. Avant qu'on aille plus loin, par exemple, je vais vous demander de prendre une minute. Il y a un lien dans le chat pour donner votre présence. Si vous voulez bien aller chercher ce lien-là, j'espère que le lien figure encore. Je vais le recopier pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez aller compléter votre présence, je vous donne une minute pour faire ça, puis on revient après. Oui, je vois qu'il y a une question. Allez-y. Merci. Bonjour Sylvain. Oui, je n'arrive pas, je n'ai pas accès au chat. Tu n'as pas accès au... OK. Louis, c'est avec nous. Si tu peux donner... Est-ce que je ne peux pas voir ton nom parce que j'ai beaucoup de personnes à l'écran? C'est Rodrigue. Rodrigue Lonti-Lorala. Parfait. Louis, est-ce que tu seras en mesure de donner accès au chat? Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont discuté avec ça. Je vais vérifier ça, merci. Donc, un autre 30 secondes pour ça. Excellent. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de compléter le formulaire de présence. Puis, vous pouvez le faire pendant la présentation aussi pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Là, on va vous donner accès, vous allez pouvoir le faire pendant la présentation. Le lien est ouvert continuellement. Donc, avant qu'on se lance dans l'atelier, je vais prendre le temps ce matin de faire une reconnaissance des territoires. Donc, je veux remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Ontario, dérivé du terme lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, avant encore une fois qu'on se lance dans la présentation, je vais me présenter. Moi, c'est Sylvain Vachon. Je suis direction adjointe de l'équipe de soutien à la réussite scolaire, responsable de l'apprentissage par expérience et du PARE au Conseil scolaire catholique Franco-Nord à North Bay. Donc, moi, j'ai un dossier, évidemment, un dossier que je trouve super engageant. C'est un dossier qui met en œuvre plusieurs différents programmes pour nos élèves pour assurer leur réussite scolaire et leur engagement.
Donc, moi, je m'occupe du programme de la majeure haute spécialisation, du programme PAJO, donc le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Je m'occupe de l'apprentissage par expérience dans son ensemble. Puis j'ai la chance d'œuvrer avec une très petite équipe. On est vraiment deux dans mon équipe, mais on a aussi une extension de notre équipe avec l'équipe d'apprentissage en profondeur au sein de notre conseil scolaire. Fait que dans cette équipe-là, on est environ 5 personnes. Puis, c'est une équipe où on est toujours en train de travailler, de collaborer ensemble pour essayer de nouvelles initiatives, toujours dans le but d'engager nos élèves dans leur réussite scolaire. Fait que moi, je suis maintenant à ma 9e année au conseil scolaire, à ma 2e année en poste de direction adjointe, puis je vais commencer ma 14e année en éducation au mois d'août. Donc, ça, c'est un petit peu mon background. Puis, évidemment, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un des projets que j'ai eu l'occasion de monter ici au conseil scolaire. Donc, on a un temps limité, évidemment, aujourd'hui. On a seulement 90 minutes. Je ne pourrais pas vous donner nécessairement toutes les recettes de comment lancer un makerspace, mais j'espère avoir l'occasion de vous expliquer un peu c'est quoi un makerspace, à quoi que ça a de l'air d'un makerspace, puis comment est-ce qu'on peut le faire au niveau d'un conseil ou encore une fois au niveau d'une école. J'ai aussi la chance d'avoir 2 invités qui vont vous partager leurs expériences. Fait qu'une première invitée, c'est une de nos enseignantes qui a assuré la mise en œuvre du makerspace dans son école, qui a assuré l'intégration pédagogique et ainsi de suite. Et on va parler ensuite de ça des conditions gagnantes. Donc, qu'est-ce que ça prend au sein de votre école, au sein de votre conseil scolaire pour mettre en œuvre un makerspace? Puis, on a aussi un deuxième partenaire. Ce partenaire-là, c'est un partenaire externe qui est notre partenaire principal qui nous a appuyé depuis le début de la mise en œuvre du makerspace. Fait qu'on va avoir la chance d'écouter et d'entendre de cette personne-là par l'entremise d'une petite entrevue guidée. Puis, vous pourriez aussi évidemment poser des questions à nos deux invités. Puis la dernière chose, c'est on va discuter de pièges, risques, astuces et impacts. Fait que je vais essayer de vous partager certains pièges que, oui, on veut pas, nous, on a tombé dedans dans le lancement de notre makerspace. Fait que je vais essayer de vous partager ces pièges-là pour que vous puissiez peut-être les éviter à votre goût. Mais évidemment, il y a toujours des imprévus, puis c'est pas toujours évident quand on cherche à lancer un projet d'une certaine envergure. Fait que ce sont les grands thèmes d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a seulement 90 minutes, mais je vais être disponible plus tard par courriel, ainsi de suite, pour vous partager d'autres ressources qui pourraient vous être utiles si vous allez de l'avant avec un makerspace au sein de votre école. Avant qu'on se lance dans la formation, par exemple, j'ai préparé un petit Kahoot pour vous autres. Aujourd'hui, je vais avoir quelques questions, puis ça va être des questions quand même assez simples. Mais je vais vous demander, dans un premier temps, avant même qu'on commence la formation ou l'atelier, à quoi est-ce que vous vous attendez ce matin? Fait que j'ai mis le lien, le kahoot.it avec le code. Fait que je vais vous demander d'aller vous brancher sur ça. Puis, je vais lancer une fois que les gens sont branchés, puis me mettre juste en quelques mots. Là, ça peut même être juste un mot si vous voulez, mais 1, 2, 3 mots pour me dire à quoi est-ce que vous attendez ce matin de cette formation-là. Fait que si vous pouvez vous inscrire à mon petit Kahoot, le code devrait fonctionner. Oh, je vais mettre le code dans le chat parce qu'on semble peut-être ne pas voir tout à fait le code de 693. 984 693. Je vais essayer de monitorer le chat le mieux que je peux avec mon partage d'écran, mais si jamais je manque quelque chose, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, posez-moi la question. Je vois les gens qui se branchent encore. Un autre 15 secondes, s'il vous plaît, pour vous brancher. Vous êtes capable de mettre vos noms aussi, là.
OK, je vais lancer le Kahoot. Donc, si vous voulez bien répondre à ma question, à quoi est-ce que vous attendez de la formation ce matin? Vous verrez, là, je ne partage pas les réponses à l'écran, c'est juste moi qui peux voir les réponses à mon bout, mais vous allez peut-être pouvoir les voir une fois que les réponses sont affichées par la suite. Un autre 40 secondes pour partager vos réponses. Je vois que les réponses commencent à rentrer maintenant. Aussi, certaines personnes mettent des réponses dans le chat, ça c'est correct aussi. 15 secondes. Parfait. Moi, je regarde ça rapidement. J'espère que je vais être capable de répondre à vos questions aujourd'hui. Excellent. Et je pense qu'on va attaquer quand même plusieurs de ces systèmes-là. Excellent, merci pour le partage. Donc, je pense qu'on va être en mesure d'attaquer plusieurs de ces systèmes-là, mais comme j'ai dit tantôt, vous allez être capable de me rejoindre par la suite si jamais je n'ai pas répondu à certaines de vos questions. Donc, lançons-nous maintenant dans notre atelier. Je vous présente une petite photo ici. J'aimerais que vous preniez 5, 10, 15 secondes à bien évaluer et analyser cette photo-là. Je pense qu'on voit assez rapidement sur la photo que nos élèves ont eu l'occasion de construire une planche à roulettes cette année dans le cadre de notre Makerspace. J'aimerais que vous preniez le temps aussi de regarder au sourire et au niveau de fierté sur les visages de ces élèves-là. Je vous raconte une petite histoire. On a une école qui a mené le projet cette année, mais avant de mener le projet, ils se sont assis comme équipe école, nos enseignants, puis qui ont pris le temps d'évaluer les HH de nos élèves, donc toutes leurs habiletés. On avait un élève en particulier pour lequel on avait plusieurs inquiétudes. C'est un élève qui, sur la grille des HH, était dans les satisfaisants, non satisfaisants, vraiment à tous les niveaux, là, mais encore plus au niveau de la communication, de la collaboration, de l'autorégulation. Donc, quand l'école s'est embarquée dans le projet du Makerspace pour la construction d'une planche à roulettes, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec cet élève-là? On espère que le projet va le réengager, mais on a aussi des inquiétudes par rapport à la santé et sécurité de notre élève. Est-ce qu'il va être en mesure d'écouter les directives et de mettre en œuvre ce qu'on lui demande de faire? Évidemment, on ne voulait pas laisser l'élève de côté, puis on veut donner une chance à notre élève, fait qu'on l'a embarqué dans le projet. Je dois vous dire que dès le premier jour de classe, l'école et les enseignants qui avaient fait l'évaluation des HH ont vu une lumière s'allumer automatiquement. L'élève écoute, l'élève s'engage, l'élève participe. Moi, je suis dans la région du nord de l'Ontario, une région où il y a plusieurs journées d'intempéries. Dans une semaine, l'école a 3 journées d'intempéries. Cet élève-là, qui ne se présente pas nécessairement super souvent à l'école, fait qu'il y a des défis d'assiduité aussi, vient maintenant à l'école à chacune des journées d'intempéries. Non seulement pour s'avancer sur son projet, mais pour aider ses camarades de classe à s'avancer dans leur projet. Une pédagogie différente, une approche différente vient engager tous nos élèves.
c'est là qu'on peut voir leur sentiment de fierté. Un élève qui tout d'un coup pose des questions à son enseignant. Un élève qui veut en savoir plus sur les carrières derrière ce qu'il est en train de faire. Fait qu'un makerspace, c'est une occasion pour tous nos élèves d'aller explorer de nouvelles choses. Puis cet élève-là, entre autres, est vraiment devenu un leader en salle de classe pour la durée de ce projet-là. Fait qu'évidemment, on ne peut pas vivre dans le makerspace à chaque jour dans une salle de classe parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Mais il faut trouver des petits morceaux ici puis là pour assurer de maintenir l'engagement de nos élèves. Mais c'est juste pour dire qu'une approche différente vient vraiment engager nos élèves dans leur apprentissage. Ça, c'est juste une petite histoire. J'ai une enseignante, comme j'ai dit tantôt, qui se branche à nous bientôt pour une petite entrevue, qui va certainement pouvoir vous partager d'autres histoires de succès de nos élèves. Fait que c'est quoi un makerspace? Un makerspace, c'est un endroit là, concret où l'élève est en mesure de créer des objets avec ses mains en utilisant des outils et des technologies. Puis là, j'ai dit divers outils et technologies. Il faut quand même faire attention, on va en parler tantôt, au nombre d'outils qu'on offre à nos élèves. Il ne faut pas avoir une trop grande panoplie d'outils et de technologies à leur portée. Il faut qu'il y ait un certain niveau de contrôle, il faut qu'on ait un plan assez précis pour qu'est-ce qu'on cherche à ce que l'élève complète. C'est de leur offrir des occasions d'apprentissage enrichissantes qui leur permettent d'explorer les différentes carrières. Nous, notre makerspace, plus précisément, était pour nos élèves de la 7e et 8e année. Puis je vais vous en parler après avec quelques petites images. Fait qu'en 7 et 8, sont encore peut-être un petit peu jeunes pour penser à quelle carrière est-ce que je veux faire plus tard, mais le makerspace devrait leur permettre d'explorer une variété de carrières. Puis évidemment, le makerspace ne devrait pas seulement assurer qu'on complète des projets concrets, mais qu'il y ait une intégration pédagogique. Qu'on puisse voir les liens avec les matières scolaires, que ce soit la littératie, la numératie, les arts. Vous avez vu nos élèves qui ont peinturé leur planche à roulettes. Ils doivent être capables de voir les liens avec qu'est-ce que j'apprends en salle de classe, c'est utile dans le monde réel. C'est pas toujours évident de faire ce lien-là entre les deux. Fait que c'est ça un makerspace. C'est un espace concret où on crée des choses, mais en même temps qu'on est capable d'intégrer beaucoup de pédagogie. Au Franco-Nord, voici à quoi notre makerspace a de l'air. Nous avons un makerspace mobile. Donc, on a acheté une remorque qu'on a réaménagée pour offrir des stations de travail à nos élèves. Puis, je vais vous montrer la station de travail dans une seconde. Mais ça, c'est l'intérieur de notre roulotte. Fait qu'à l'intérieur de notre roulotte, vous pouvez voir sur les différentes photos qu'il y a des modules de travail. Fait que vous voyez des petits trous oranges, là. Chaque set de 2 roues, là, il y a vraiment 4 roues, mais ce sont des modules de travail pour nos élèves. Ce sont des modules qui se déplacent dans nos salles de classe. Donc, la roulotte arrive à l'école peut sortir les modules et les apporter en salle de classe pour en faire l'utilisation. Le personnel de 7e et 8e année qui s'est engagé dans le projet cette année, c'était sur une base volontaire. C'est important pour nous de ne pas obliger aux enseignants d'y participer. C'était aux écoles de déterminer est-ce qu'on veut le faire ou non avec nos élèves. Je peux vous dire, par contre, que toutes les écoles se sont engagées. Notre objectif, ça, c'est quelque chose que je vais vous faire réfléchir tantôt. Si vous cherchez à lancer un makerspace, quelle est votre vision pour votre makerspace? Nous autres, c'était très clair que c'était la promotion des métiers spécialisés tout en assurant l'intégration des matières. Ça, c'était notre vision de notre makerspace. Puis moi, l'équipe avec qui j'ai travaillé, la beauté de notre équipe, c'est qu'on a tous nos forces. Moi, ma force était plus au niveau de la planification du projet pratique avec notre partenaire externe. Puis les autres, il y avait une force au niveau de la pédagogie, fait qu'on a marié ça pour établir notre vision claire de notre projet. Le module de travail sur lequel nos élèves travaillent, le voici. Donc, c'est une table que les élèves peuvent amener en salle de classe. Puis les outils que vous voyez ici, il y a un aspirateur. On ne peut pas tout voir les outils, mais il y a une visseuse, perceuse, donc des drills. Il y a une ponceuse, fait qu'une sableuse, là, comme un palm sander. Puis il y a aussi une scie sauteuse, une jigsaw. Ce sont les outils que les élèves utilisent. Puis quelques petits outils à main comme un tournevis, un ratchet, puis des choses comme ça, mais rien de trop gros. Fait qu'on a une liste limitée d'outils que nos élèves utilisent. Là, je vais maintenant vous montrer une petite vidéo de notre projet en action.
Je commence avec une vidéo de nos enseignants. Fait que les enseignants, comme je l'ai dit, c'était sur une base volontaire qui se sont engagés dans le Makerspace. Et l'engagement, c'est un engagement quand même assez important. Parce que nos enseignants ont été formés sur non seulement l'utilisation des outils, mais sur comment faire l'enseignement des outils à nos élèves en salle de classe, en plus de superviser nos élèves en salle de classe. Donc, ce sont nos enseignants 7-8 qui ont mené l'ensemble du projet par l'entremise des formations qu'on leur a offertes. Puis, les enseignants ont eu l'occasion de vivre le projet de la planche à roulettes eux-mêmes avant de le faire avec les élèves, parce qu'on voulait s'assurer qu'ils comprennent bien toutes les étapes. Fait que je vous montre la petite vidéo de nos enseignants dans juste une petite partie de notre formation. J'ai enlevé le son là, parce que c'est plutôt fort. Mais ça, c'est nos enseignants en action pendant la formation des outils. Là, présentement, nos enseignants sont en train de construire une planche à roulettes, leur propre planche à roulettes. Fait que, comme j'ai dit, c'est important pour nous autres que les enseignants vivent l'expérience de A à Z de ce que les élèves allaient faire. Puis là, la planche à roulettes que les élèves ont construite, ils sont partis avec 7 morceaux de bois environ, je ne sais même pas si c'est 1/16e de pouce d'épais. Et ils ont collé les 7 morceaux ensemble pour ensuite les mettre dans un sac sous vide où ils ont retiré l'air. Puis là, vous pouvez voir sur la vidéo du fond, on a justement notre invité de tantôt, Nina, et un IAS qui a participé à la formation. Son nom, c'est Simon. Eux autres sont en train d'enlever l'air du sac. Puis c'est en enlevant l'air du sac que la planche à roulettes prend sa forme. Fait que c'était très, très, très important pour nous autres que les enseignants qui participeront au Makerspace connaissent le projet et fassent le projet. Donc, chacun de ces enseignants-là a quitté la formation avec leur propre planche à roulettes. Puis, qu'est-ce qui était beau dans ça, c'est que quelqu'un qui a ramené ça en salle de classe, vous pouvez juste imaginer les questions que les élèves avaient pour leurs enseignants. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 jours? Vous revenez avec une planche à roulettes. Qu'est-ce que nous, on va faire en salle de classe? Fait que ça a créé un excitement avec les élèves aussi, cette partie-là. Puis là, je vous montre maintenant nos élèves en action. Donc, ça, c'est une de nos écoles, nos élèves de 7e et 8e année, comme j'avais mentionné tantôt, qui sont en action présentement en train de faire la planche à roulettes. Donc, on voit qu'ils utilisent des outils manuels. Puis vous voyez que ces outils-là sont utilisés directement en salle de classe. On va vous expliquer tantôt avec notre partenaire qui était avec nous ce matin comment est-ce qu'on a été capable d'identifier ces outils-là, puis pourquoi qu'on a fait ce choix d'outils-là. Ensuite de ça, on voit les élèves qui sont en mode création. C'est pas mal incroyable ce que les élèves ont fait et accompli avec leur planche à roulettes. Au niveau du design. Fait que là, ils ont peinturé, mais ils ont aussi mis un vernis pour protéger évidemment leur peinture puis pour que ça soit utilisé à l'extérieur. Nos élèves quittent l'école avec cette planche à roulettes-là. C'est vraiment à eux de partir avec ça. Sachez qu'on a fait signer, pas fait signer, on a envoyé une petite lettre aux parents, leur informant de qu'est-ce qui était pour être le projet, puis pour qu'ils soient au courant de ce que les élèves rapporteraient à la maison par la suite. Il y a des élèves qui ne vont jamais faire de planche à roulettes, mais c'est une belle œuvre d'art qu'ils peuvent mettre sur leur mur. Puis je dois dire encore une fois que les élèves étaient pas mal fiers de pouvoir compléter leur propre planche et surtout de partir avec le produit fini. Donc, évidemment, dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, je n'ai pas parlé nécessairement de la partie pédagogique puis de la partie d'intégration en salle de classe. C'est quand même une grosse partie importante. Puis moi, comme j'ai dit, je suis j'œuvre au sein du conseil. C'est pas moi qui est allé dans les écoles, c'est pas moi qui ai fait la mise en œuvre du Makerspace. Nous, on a offert les ressources à nos écoles, à nos enseignants, mais c'était à eux par la suite d'en faire la mise en œuvre. On avait notre équipe qui pouvait les appuyer dans différents niveaux, au niveau de la pédagogie, au niveau de la partie pratique, on peut leur offrir certaines ressources, mais ce n'était pas nous au niveau du conseil qui allait faire le travail avec les enseignants. Fait que c'est important pour moi ce matin d'avoir notre invité. Puis Nina, j'espère que tu peux m'entendre. Je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro et ta caméra. Excellent. Donc, ça va
je veux juste prendre le temps de remercier énormément Nina d'avoir accepté mon invitation ce matin. Nina Perrault, c'est une de nos enseignantes des groupes de 7 et 8 dans notre conseil qui a accepté cette année de participer au Makerspace. Puis j'ai voulu qu'elle vous partage ce matin son expérience en salle de classe, puis la façon dont elle a intégré la pédagogie avec ce projet-là de construction de planches à roulettes. Fait que Nina, je sais que tu as un petit PowerPoint que tu veux nous partager. Je ne sais pas si tu veux partager ton écran. Oui, puis je te laisse la parole. On va faire ça semi-guidé. Fait que Nina va nous parler, juste avant qu'elle partage son écran, elle va nous parler de l'intégration du Makerspace dans son école, les projets et activités concrets, l'engagement de ses élèves. Évidemment, on va parler aussi des défis qu'elle a rencontrés. C'était la première année qu'on le faisait. Puis elle va nous partager quelques petits conseils et astuces. Donc, je te laisse la parole, Nina, vas-y. OK. Donc, tu m'entends? Oui, oui. Je veux juste faire certain que vous m'entendez bien. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance, je suis tellement heureuse d'avoir eu la chance de participer à cette initiative-là là, de donner la chance aux élèves de travailler un projet par lequel on est capable de présenter des différents concepts. Et puis moi, j'adore les maths, donc justement, les concepts que j'ai voulu intégrer là-dedans, là, c'était les maths. Donc, dans la vidéo, dans la question que Sylvain m'avait posée, c'est quels étaient mes buts finalement, pourquoi qu'on a accepté comme enseignant, pourquoi qu'on a accepté de présenter ça à nos élèves. Et puis, on parle tellement souvent des compétences transférables dans nos classes, puis des fois, on ne sait pas comment le faire. Donc, c'est beau, le quoi, il est beau, mais c'est le comment. Et puis, travailler dans un makerspace comme ça nous permet de le faire. Donc, les compétences transférables, si tu parles de communication, pendant tout le projet, là, les élèves, ils ont communiqué, ils ont collaboré ensemble. La pensée critique était vraiment évidente parce que les élèves, ce n'était pas juste à l'enseignant qui venait voir, ils allaient se voir un l'autre pour voir comment est-ce que toi, tu as monté les roues, comme les roues étaient difficiles quand même à mettre. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à le faire? Tout l'apprentissage autonome, les élèves étaient fiers de ce qu'ils avaient présenté finalement. Ils croyaient dans la capacité d'apprendre. Ils ont fait preuve d'autorégulation en réfléchissant là, à la façon de faire les choses. Ils ont même comme forgé une identité là-dedans. Là. Donc, pour ça, c'était super bien. C'était aussi un projet authentique pour faire valoir les maths. Pour moi, c'était ça qui était important. Il y en a qui ont aussi, comme Sylvain a mentionné, il y en a qui ont entré là-dedans l'art. Il y en a qui auraient pu rentrer là-dedans comme tout le côté français. Je sais que nous, à North Bay, justement, je montre ça. Une de nos conseillères pédagogiques a rejoint des Olympiens, justement, qui ont participé aux Olympiques cette année. Il y en a qui avaient participé aux Olympiques cette année. Et puis, on a eu un forum avec eux. Donc, il y avait 4 personnes. Puis, ils ont présenté, là, c'était quoi les talents et les qualités des personnes, des Olympiens, qu'est-ce que ça prend, la volonté que ça prend, comment que les parents ont venu en aide, comment que la communauté est venue en aide. Et justement, il y a un des hommes qui était là, qui a présenté le projet qui se fait à North Bay, justement. Et ils vont ils prennent un morceau de terrain et puis ils vont faire un skate park à North Bay. Donc, tu sais, tu pourrais intégrer ton anglais là-dedans pour discuter avec le maire de North Bay, c'est quoi les plans. Donc, il y a plein de choses que tu pourrais faire là.
je voulais aussi faire un lien avec les ateliers qui sont offerts au palier secondaire. On a nos jeunes qui arrivent en 9e année à nos écoles, puis, tu sais, ils sont inquiets, là. Est-ce que je devrais prendre les ateliers? Est-ce que je devrais me lancer en menuiserie? Je devrais me lancer. Donc, ça leur offre une occasion de voir qu'est-ce que ça a vraiment de l'air, là. Ça donne la chance aussi à tous les élèves. Puis ça, j'inclus là, les filles, j'inclus les jeunes qui ont peur un peu de manipuler des outils. C'est pas tout le monde qui a la chance de manipuler des outils à la maison, là. Donc, au moins, on leur donne cette chance-là. Surtout, c'était d'enlever la peur associée à la manipulation des outils. Je me rappelle, il y avait une jeune qui a un peu d'anxiété. Et puis, cette semaine-là, j'étais en atelier à quelque part, en tout cas, puis elle attendait pour que je revienne pour pouvoir manipuler les outils. Elle a dit non, je ne touche pas ça. Une fois que j'arrive, parce qu'on était plus qu'un en classe qui travaillait avec le projet, une fois que j'étais arrivée, elle a dit « Oh my God, madame, c'est vraiment le fun! » Ben oui, c'est le fun. On n'a pas la chance de le faire. En classe, c'est tellement papier, crayon, assis à ton pupitre, tu ne bouges pas. Là, il y a plein d'apprentissage qui se fait en manipulant des outils. Puis ça permet aussi aux élèves de vivre des expériences, de mener un projet du début à la fin, puis d'en être fiers. Comme Sylvain a mentionné, on a commencé avec des morceaux de... Sylvain, tu veux-tu nous dire c'est quoi le mot de ça, là? C'est les... le bon bois. Et Pierre il est là. Pierre, c'est quoi le bon mot là, pour ces morceaux de bois-là? Parce que c'est pas du contreplaqué nécessairement. Là. C'est du bois dur, dans le fond, mais super mince. Je sais pas si Pierre nous entend. C'est des plaquages d'érable de 1 mm d'épaisseur environ. OK. Donc, tu sais, c'est prendre 7 ou 9 morceaux, je ne me rappelle plus, de coller ça ensemble, de les mettre dans un moule. Puis là, tu finis avec un projet là, comme un morceau que les élèves peuvent utiliser. Donc, c'est super. Les objectifs curriculaires. Oups, j'ai oublié un S. Bien, on a regardé, c'est important de faire du curriculum mapping. Donc, de prendre le curriculum et de voir en équipe, puis je vous suggère de le faire en équipe, c'est quoi nos intentions pédagogiques? Donc, nous, je vous ressors des choses. Est-ce que j'ai eu la chance de faire tout ça? Absolument pas. Parce que 2 mois de faire d'être dans ce projet-là, il faut faire autre chose aussi là, à l'intérieur de ça, OK? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais si tu regardes les rapports, donc j'avais demandé à Sylvain d'acheter des tech decks. Les tech decks, c'est des petites planches à roulettes qui sont à peu près là, comme, je ne sais pas, une couple de pouces de long. Et puis j'avais dit, nous à Sturgeon, on a un petit parc. Donc on s'est rendu au parc, on a mesuré les rampes avec des galons à mesurer. On a mesuré les rampes. Puis là, j'ai dit, OK, si on était pour faire ou bâtir des rampes semblables, mais miniatures. Donc, est-ce qu'on serait capable de produire, de fabriquer nous-mêmes à l'école un skatepark que les élèves pourraient utiliser avec leur tech deck? Donc là, tu touches tous les rapports. Aussi, tu peux faire la vue du haut et la vue des différents côtés. Et ça aussi, ça fait partie de notre curriculum en maths, là. Et de faire une esquisse sur du papier quadrillé. Tout le côté de mesure, l'air du trapèze. Parce que si tu mets le triangle, donc le prisme à base triangulaire, tu pourrais faire ça avec un prisme à base carrée. Tu as toutes les surfaces latérales, tu as tout le côté du volume. Donc, tout ça peut se faire. Ça peut se faire aussi soit du côté, si on veut regarder le rapport, tu peux le faire du côté à partir de ce qu'on a fait de façon miniature
ou tu peux te rendre, dépendant de votre kilométrage, là, tu peux te rendre au skatepark de la région, puis aller vraiment mesurer quelque chose de vrai, là. Nos élèves sont tellement habitués de faire du travail sur papier, où est-ce que comme 1 kilomètre, c'est ça de long. Quand tu arrives à faire des vraies mesures, c'est là que les élèves, on parle de le raisonnement spatial, c'est comme ça qu'on développe un vrai raisonnement spatial. OK? Un raisonnement spatial, ça ne se développe pas là, avec du papier-crayon. Tout le côté du théorème de Pythagore. Donc, si j'ai juste une photo avec un cartable, mais quelle belle façon de présenter le théorème de Pythagore. Aussi, tout le côté du codage. Ça, c'était drôle. Moi, mon aide enseignant justement pendant une journée pédagogique, on a joué avec ça, là. Faire le codage à partir d'un sphéro. Donc, le sphéro, c'est une balle. Et puis, la balle, c'est comme son robot. Et puis, tu peux coder toutes sortes de séquences. Donc, on avait dit aux élèves, OK, voici vos rampes. Vous avez déjà bâti vos rampes. Je veux que ton sphéro aille d'une rampe à l'autre. Je veux que ça arrête sur le haut de ta rampe. Ça descende, ça continue dans le parc. Donc, il y a plein de différentes choses que tu peux faire en fait de codage. Codage, ce n'est pas nécessairement juste le codage qu'on fait là, sur nos tablettes ou sur des ordinateurs. Tout le côté de circonférence du cercle. Donc, en prenant la roue, si j'ai une roue plus petite comparativement à une roue plus grande, quelle distance, combien de fois est-ce que on pourrait avoir des rotations pleines sur une distance quelconque. Donc ça, ce sont tous des exemples de curriculum mapping, de concepts qu'on peut faire avec nos élèves. On commencera avec des enseignants, mais pour que nos élèves voient là, dans un projet authentique, comment est-ce que je peux intégrer toutes sortes de différents concepts. Donc, j'arrête mon partage maintenant juste pour jaser. En fait de témoignage, j'ai eu une fille j'ai 2 filles en tête, justement. Une des filles, je vous en ai parlé tantôt, beaucoup d'anxiété quand ça vient à juste l'apprentissage des maths. Et puis, c'est elle aussi qui avait de la difficulté, là, qui avait une peur terrible d'utiliser des outils. Puis, une fois qu'elle avait commencé à utiliser des outils, je ne pouvais plus l'enlever de là. C'était comme, oh my God, madame. Puis, c'est une fille que je vois en étant artiste. Donc, je crois que sky's the limit, là, une fois qu'elle a enlevé cette peur-là. J'ai un autre jeune aussi que c'est un jeune qui ne s'implique pas beaucoup au niveau de ses apprentissages à l'école. Et c'est devenu mon lead. À un moment donné, j'ai dit, wow, tu es tellement bon à ça, c'est toi qui es rendu qui t'aide tout le monde en classe. Et puis, c'est devenu mon lead. J'aurais jamais pensé de tous mes élèves, j'aurais jamais pensé que c'est lui qui aurait démontré autant de curiosité face à ses apprentissages comme ça. En fait, de défis, comme toute autre chose oui, il y a eu des défis. C'était notre première... Oh, est-ce que tu me vois encore? OK. Oui, j'ai juste voulu remettre les thèmes pour que les gens puissent suivre les thèmes. Okay. Mais j'ai hâte d'entendre parler des défis parce que c'était notre première année. Vas-y, Nina. OK, justement, c'est notre première année. Donc, on a rentré là-dedans, puis Sylvain va vous dire, j'adore des projets comme ça. Donc, on a rentré là-dedans, super excités. On était 3 à l'école. Donc, je vous suggère de ne pas être la seule personne dans votre classe, de votre école, qui participe aux formations, parce que ça, c'est vraiment clé. Donc, nous, on était 3. Et puis, ça a tellement aidé parce qu'on pouvait, premièrement, en fait d'horaire. Les défis, c'est justement, c'est les horaires.
dépendant comment grosse est l'école. Mais ça se surmonte, là, comme toute autre chose. On est parvenu à faire le projet là, de A à Z. Même si on n'avait pas fini, j'allais emprunter des outils d'une autre école pour pouvoir les rapporter à l'école pour qu'un élève vienne de terminer son projet. Tu sais, tu as les absences, tu as les journées d'intempéries. Nous, dans le Nord, on en a plusieurs. Tout ça, ça entre en jeu, mais si votre intention, c'est vraiment la réussite du projet, vous allez y arriver là, avec votre direction puis avec les gens qui sont autour. Mais autant, il y avait plus d'engagement qu'il y avait de défis. Puis ça c'est peut-être que je suis biaisée parce que j'adore des projets comme ça, mais autant qu'il y avait de défis, qu'est-ce qui ressort à la fin du projet? C'est pas les défis qui ressortent pour moi, c'est comment que les élèves ont vraiment ont réussi, ont été engagés, ils venaient à l'école, ils s'entraidaient, il y avait de la collaboration, tout ça qu'on essaie de faire dans nos salles de classe, puis que des fois c'est difficile parce qu'on a tellement de concepts et de thèmes qu'il faut aborder dans une année scolaire. Donc, des conseils, soyez ouverts. Être ouvert à rencontrer des défis, être ouvert à laisser les élèves explorer. Puis, c'est le fun aussi de demander aux élèves de venir nous aider. Là. Aidez-nous à nettoyer la classe. Aidez-nous à garder notre place propre. Aidez-nous même quand il y a des élèves qui ont des difficultés. Là. C'est ça, je pense, si vous êtes ouvert à l'occasion d'enseigner d'une façon qui est un peu moins formelle, vous allez voir que les choses avancent super bien, puis même plus bien qu'on aurait pu l'imaginer. Merci beaucoup, Nina, des partages. Puis, Nina, évidemment, je te remercie encore d'avoir participé dans le projet. Nous autres, on a eu la chance au conseil de rencontrer les profs en fin d'année aussi. Comme on les a rencontrés à quelques reprises, mais en fin d'année. Donc, puis une des questions que je leur ai posées après tout ça, parce que je veux pas, il y a eu des défis cette année. Est-ce que vous voulez le refaire l'an prochain? Puis tout le monde a dit oui. Fait que j'étais un petit peu soulagé, mais c'est juste pour dire que comme vous allez rencontrer des défis, n'ayez pas peur, et comme il faut être flexible, il faut s'adapter. Mais avec ça, vous allez voir juste, je pense, encore une fois, là, je reviens à ma photo du début, tu vois la fierté dans le visage des élèves. Je pense que ça donne la motivation à comme, OK, il faut continuer, on ne peut pas arrêter de faire ce genre de projet-là, puis on va s'adapter, puis on va trouver des solutions aux différents défis auxquels on va faire face. Donc, merci beaucoup d'avoir participé avec nous ce matin, Nina. Sylvain, si je pourrais juste revenir, puis oui. Justement, tu parles de la classe. Tous ces projets-là ont été faits en salle de classe. Nous, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait des classes de vide. Donc, on a pu laisser nos outils dans ces classes vides-là. Et on travaillait, là, il y a 8 modules. Donc, c'était 8. Donc, on avait, disons, 2 élèves par module. Donc, tu regardes à 16 élèves dans une salle de classe qui travaillent. Donc, puisqu'on était plus qu'une personne, j'avais moi et mon collègue. Moi, j'étais dans une classe, mon collègue dans l'autre, et l'aide enseignant naviguait entre les deux. Puis, c'est comme ça qu'on avait différents stades à différents moments. Nous, c'est comme ça qu'on a opéré. Dans une autre école, c'était pas ça du tout. Dans une autre école, tout le monde faisait un stade. Ensuite, tout le monde faisait un autre stade. Ensuite, tout le monde faisait... Tout dépendant de comment vous fonctionnez, vos personnalités, tout ça, là, ça a un effet aussi de comment vous allez aborder le projet. Oui, puis je peux peut-être dire qu'au niveau du conseil, on n'a pas imposé aux écoles la façon de le faire. Puis je pense, pour moi, c'est important, je pense que Nina est d'accord avec moi, c'est important pour nous de comme leur laisser la flexibilité puis la liberté de le faire comme eux, ils le voyaient. Il y avait des choses qui étaient non négociables, comme par exemple, tout quand ça vient à la formation, la santé-sécurité, évidemment, on avait des attentes envers nos enseignants, puis aussi au niveau de l'intégration de la pédagogie. Parce que quand on leur a présenté le projet, c'était comme, c'est bien beau de faire le projet pratique, mais on veut que ça soit plus que ça, puis Nina vient justement de vous présenter tous les liens possibles avec ce genre de projet-là.
Fait que c'était à ce niveau-là nos attentes au niveau du conseil, mais au niveau des écoles, après ça, c'était vous le montez comme vous voulez. Si vous avez besoin de notre aide, vous nous laissez savoir. On leur a fourni des ressources pour la partie pédagogique si vous voulez avoir des ressources pédagogiques, et ainsi de suite. Donc, fait que c'est un petit peu notre approche. Donc, merci beaucoup, Nina. Puis, merci d'avoir pris le temps ce matin. Sylvain, je parle à mes étudiants qui sont en ligne. Donc, Oui. vers 10 heures, je vais vous rencontrer dans notre autre cours. Parfait, c'est beau. OK, merci. Donc, moi, je saute maintenant dans les conditions gagnantes pour un makerspace. On en a parlé de quelques-unes avec Nina, je n'ai parlé de quelques-unes depuis qu'on a commencé, mais des choses que c'est pour moi des non négociables. Si vous choisissez faire un makerspace, étape numéro 1, là, c'est d'avoir une vision claire et une vision partagée. Donc, si c'est toi dans ton école qui veut mener le projet, c'est super. Tu peux prendre le lead sur ça. Cependant, assure-toi d'aller te chercher une équipe puis que ça ne soit pas juste toi qui mène le projet de A à Z. Il faut que tu travailles avec ta direction d'école. Il faut que tu travailles avec tes collègues, les autres enseignants dans l'école. N'oubliez pas vos IAS, vos TES, vos concierges dans vos écoles qui peuvent être des partenaires. Je vais parler de partenariat tantôt, mais j'en parle aussi tout de suite parce que dans votre vision, dans votre planification de votre makerspace, les gens dans vos écoles ont des expertises. Des fois, ils ont des expertises qu'on n'est pas au courant. Puis ces expertises-là peuvent venir vous aider avec l'utilisation des outils et des technologies dans votre makerspace. Mais assurez-vous de développer cette vision claire et partagée. Moi, je vous ai dit, quand on a développé notre vision, c'était la promotion des métiers spécialisés et l'intégration des matières. C'est simple, là. On n'a pas beaucoup de mots dans ça. Mais ce n'était pas ma vision à moi, c'était la vision de mon équipe, qui a ensuite été transmise aux directions d'école et ensuite aux enseignants pour les embarquer dans le projet. Une autre chose qui est importante dans vos écoles, c'est est-ce que j'ai une culture de collaboration et d'innovation déjà établie? Si je n'ai pas, qu'est-ce que ça prendrait pour y arriver? Moi, encore une fois, je suis chanceux dans l'équipe avec qui je travaille. On se lance des idées à gauche, à droite. Des fois, il y a des meilleures idées, des fois, il y a des moins bonnes idées, des fois, il y a des idées qui sont bien flyées. Mais on n'est jamais dans le non. On est toujours dans l'esprit ouvert. On est toujours en train de se questionner et si c'est une bonne idée, comment est-ce qu'on va le faire arriver? Parce que là, qu'est-ce qu'on vous a présenté jusqu'à date? Le makerspace, comme vous le voyez ce matin, ça nous a pris 1 an et demi à le construire, ce makerspace-là. Mais avant cette année et demie-là, puis là, Pierre va vous en parler tantôt, on a travaillé peut-être 3 ans, 4 ans avant ça sur d'autres choses pour se rendre où on s'est rendu. Fait que ça vous prend vraiment une équipe solide avec qui vous pouvez travailler et développer des différents projets. Un troisième item important, c'est l'espace physique. Puis Nina a donné des bons exemples ici. L'espace physique adapté. Nous, on a une roulotte qui a des outils. Les outils ne sont pas utilisables dans la roulotte parce que vous avez vu, notre roulotte n'est pas super grosse. Notre remorque, ce n'est pas la plus grosse remorque. Il faut sortir les modules de la remorque et il faut trouver un espace de travail. C'est pour ça que les outils qui ont été sélectionnés peuvent être utilisés directement en salle de classe. Est-ce que vous, dans votre école, ou dans votre conseil, est-ce que vous avez des espaces qui sont libres dans lesquels vous pourriez monter un makerspace? Si vous avez un espace que vous pouvez dédier à un makerspace, ça va faciliter absolument la mise en œuvre du projet. Puis, j'avais préparé un petit Kahoot pour vous faire réfléchir sur les différentes conditions gagnantes. On n'aura pas tout à fait le temps de se rendre là ce matin, mais dans ces 3 premières conditions gagnantes, s'il y a quelque chose que tu dis non en ce moment, ça se peut que tu aies quelque chose, non, nous autres, on n'a pas une vision claire, ou ça se peut que tu n'aies pas une culture de collaboration ou un espace physique adapté. La question que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce que ça prendrait pour que ce non devienne un oui dans mon école ou dans mon conseil? Puis comme j'ai dit, nous, on a pris 1 an et demi à monter le makerspace où on est rendu aujourd'hui. Fait qu'il y a eu des non au cours du chemin. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi à se rendre où on s'est rendu. Parce qu'il a fallu travailler avec différentes personnes, avec différents organismes pour se rendre où on est maintenant. D'autres éléments importants. L'engagement des parties prenantes internes. Je n'ai fait une petite liste tantôt. Les enseignants, les IAS, les TES, les concierges, les directions d'école. Pensez maintenant au conseil scolaire.
les conseillers pédagogiques. Vous avez des conseillers pédagogiques dans les dossiers dans le dossier autochtone, dans le dossier des métiers spécialisés, en littératie, en numératie. Il y a ensuite des directions de services. Il y a des surintendants. Il y a le service des informatiques, le service informatique. Il y a le service des immobilisations. C'est beaucoup de monde. Là. Je fais une longue liste. C'est facile de faire la liste. Mais après ça, il faut prendre le temps d'aller créer des relations puis d'aller engager ces personnes-là dans notre projet. Puis le service des immobilisations, ça a été un service très important à nous au niveau du conseil. Parce que le projet qu'on vous a présenté, les élèves ont fait l'utilisation des outils directement en salle de classe. Fait que vous pouvez voir qu'on a eu des questions. Comment est-ce que l'air va être filtré? Comment est-ce que vous allez avoir assez de pouvoir en salle de classe pour faire rouler ces outils-là? Est-ce qu'on est capable d'apporter des outils à l'extérieur? Oui, non. Si oui, qu'est-ce que ça va prendre? La formation qu'on a offerte à nos enseignants, c'était une formation qui a été développée par notre partenaire, mais qui a été approuvée par notre service des immobilisations, qui a discuté avec notre assureur. Parce que qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait preuve de négligence dans l'utilisation des outils ou dans l'offre de la formation aux élèves? Ce sont des parties prenantes internes à votre conseil scolaire avec qui vous devez discuter ou quelqu'un dans votre équipe doit discuter. Fait que si vous êtes au sein de votre école, c'est peut-être votre direction d'école qui s'engage dans votre makerspace qui va avoir ces conversations-là avec ces personnes. Mais c'est des choses très, très importantes à réfléchir quand on veut faire l'intégration d'outils, de technologies différentes dans nos écoles. Les parties prenantes externes. Qui peut vous aider qui n'est pas au sein de votre conseil scolaire? Nous, on est super chanceux. On a trouvé une compagnie de formation et une personne qui travaille pour cette compagnie de formation qui nous a aidés à développer plusieurs parties de notre makerspace puis à s'assurer qu'on respectait plusieurs items de santé et sécurité. Présentement, cette même compagnie-là nous aide à établir des nouvelles relations avec des fournisseurs de produits. Parce que là, vous avez vu qu'on a besoin de beaucoup de matériaux pour construire qu'est-ce qu'on construit. Fait qu'ils nous ont permis de trouver les fournisseurs, des entreprises externes, pour nous donner justement ces ressources-là. Mais encore une fois, le temps d'établir ces relations-là est long. On est en train de regarder pour 2024-2025 que nos élèves construisent des raquettes. Puis le style de raquette, c'est des raquettes Ojibwe. Fait qu'on est en train de travailler avec des entreprises autochtones pour essayer de trouver des fournisseurs de matériaux. Mais c'est quelque chose qui prend du temps à développer ces relations-là. On est quelques mois dans le processus et on n'a pas tout à fait toutes les réponses encore. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre notre temps dans le développement du projet. La formation et le développement professionnel, on en a déjà beaucoup parlé, mais nos enseignants ont fait 4 jours de formation. Mais ils sont partis de cette formation-là avec un cartable clé en main, que quand ils s'en allaient dans leur salle de classe, ils n'avaient pas besoin de prendre les 4 jours de formation, créer des slides PowerPoint, créer des enseignements. C'était prêt pour eux. Puis dans cette formation-là, ils ont aussi construit le projet que les élèves étaient pour construire. Fait que ça, c'est une partie très importante. Tu veux que ton personnel enseignant se sente confortable dans la création du produit concret. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, l'enseignant ne va peut-être pas donner plus de flexibilité dans qu'est-ce qu'on veut construire. Excusez, j'ai une bébite. Moi, je m'envole en face. Ça ne veut pas dire que l'enseignant ne va pas vouloir laisser un peu de créativité à ses élèves et de peut-être créer des nouveaux produits. Mais dans l'année 1 ou 2 de votre projet, vous voulez partir avec des produits concrets que vous êtes confortable avec, que vous avez essayé de faire vous-même, puis que vous allez refaire avec vos élèves. Puis ça va aussi donner l'occasion aux élèves de développer les habiletés de base. On ne peut pas s'attendre que dès le début, là, on leur donne, OK, on vous donne des outils, là, choisissez un plan à l'Internet, allez construire qu'est-ce que vous voulez. On va vous en parler tantôt. On a connu l'échec à cause. On a essayé cette approche-là, ça n'a pas marché. Il faut qu'il y ait un projet dans un environnement contrôlé, un projet que les enseignants sont confortables et qu'ils ont construit eux-mêmes. Fait que partie de la formation, c'est pas juste de l'utilisation et comment enseigner l'utilisation des outils, mais c'est aussi le projet concret comme tel.
L'autre chose qui est importante, c'est des évaluations continues. Allez chercher du feedback sur une base régulière. Assurez-vous d'aller chercher la rétro de vos enseignants qui participent au Makerspace. Assurez-vous, donc, comme je vais prendre l'exemple de notre conseil, les données qu'on a utilisées pour se rendre où on s'est rendu, ce sont des données, des données ou des observations qu'on a faites dans les dernières années de choses qui n'ont pas fonctionné pour montrer le Makerspace qui est ce qui est aujourd'hui. Mais notre équipe au conseil, donc notre équipe de conseillers pédagogiques, notre équipe de direction de service, on s'est établi des éléments qu'on voulait aller chercher cette année. Fait qu'on est en train d'évaluer l'assiduité des élèves. On est en train d'évaluer les cas en salle de classe. Donc, est-ce que nos élèves, il y a beaucoup de cas sur, nous autres, c'est de la grille ABC. Fait qu'est-ce que nos élèves posent beaucoup de défis de discipline. Puis on a remarqué, juste cette année, on est encore en train d'analyser les données, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de cas de discipline dans un environnement de Makerspace. Fait que toutes ces données-là et ces évaluations-là vont nous permettre à long terme de maintenir notre financement, puis aussi d'assurer le succès du projet. Nina vous l'a déjà mentionné tantôt, mais d'être flexible, de s'adapter aux différentes situations qui se présentent. Et le dernier item dans vos conditions gagnantes, c'est le financement durable. Où est-ce que vous pouvez aller chercher du financement? À l'interne, vos conseils pédagogiques, vos directions de service, si vous trouvez une façon de s'aligner avec leurs priorités ministérielles, ils vont souvent pouvoir vous appuyer financièrement. Vos surintendances aussi ont accès à différents budgets, des fois des budgets pour des outils, qui est souvent le gros item en partant à un Makerspace. Fait qu'il faut être capable d'aller chercher ces fonds-là. Il faut être en mesure de faire des présentations à ces personnes-là pour leur expliquer c'est quoi qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et est-ce qu'on s'aligne avec la vision du conseil. La partie vision du conseil, si vous êtes aligné avec ça, souvent la réponse va être oui. Donc, ça ne peut pas juste être votre vision personnelle. Il faut vraiment que ce soit une vision qui s'aligne avec la grande vision du conseil et la grande vision de l'école. Donc, je vais assez vite dans ça parce que je vois le temps qui file. Maintenant, je vais vous présenter notre partenaire qui s'est joint à notre équipe en 2017-2018, qui a de l'information très pertinente à vous partager ce matin si vous cherchez à lancer un Makerspace dans votre école. Donc, on travaille avec la compagnie FIT. C'est une compagnie qui est basée dans la région d'Ottawa, mais qui œuvre partout en Ontario. Puis la compagnie FIT, c'est une compagnie qui offre des formations sur mesure. Donc, si vous avez des majeurs ou de spécialisation dans vos écoles, évidemment, vous en avez dans vos conseils scolaires, probablement que la compagnie FIT a offert des formations en santé et sécurité, que ce soit des formations SIMDUT, des formations de RCR, des formations peut-être même d'utilisation de chariots élévateurs, de travail en hauteur, et ainsi de suite. Donc, cette compagnie-là offre une variété de formations. C'est eux, quand j'étais en contact avec eux, c'est avec eux qu'on a rencontré Pierre qui était avec nous ce matin. Pierre Bellil, qui a des expériences dans les métiers spécialisés. Il y a des cours collégiaux en menuiserie qui lui a donné les expériences nécessaires pour nous appuyer dans diverses parties de mise en œuvre de notre Makerspace. Donc, Pierre, bon matin. Oui, bonjour tout le monde. Donc, ce matin, avec Pierre, j'ai quelques questions que je vais lui poser, qu'on a discuté ensemble, qu'on veut vous partager, puis qui vont pouvoir justement vous aider dans votre lancement de votre Makerspace. Je vous partage des grandes lignes. Je n'ai pas écrit les questions au complet, mais on va passer un petit peu à travers de l'historique de notre Makerspace. Puis il y a des apprentissages à faire dans cet aspect-là. On va aussi parler du choix des projets, qui est un élément très important pour assurer le succès. Il va nous parler de son rôle dans le Makerspace, son rôle au niveau de la formation et quelques petits conseils et astuces qu'il y aurait pour vous si vous cherchez à aller de l'avant avec ça. Fait que Pierre, je te passe la parole. On va s'échanger un petit peu la base de cette première item-là. Mais si tu peux nous parler un petit peu de l'historique ici de notre lancement de Makerspace. Alors, c'est ça. Donc, en 2017-2018, Franco-Nord nous a contactés parce qu'ils voulaient nos conseils sur des choix d'outils, des outils électroportatifs que les jeunes pourraient utiliser en salle de classe. Alors, nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est, premièrement, on parlait de quel genre de projet
Et puis, quelle année, quel âge pour les jeunes? Donc, des jeunes de 7 et 8, il y en a qui ont commencé à évoluer dans leur corps d'adulte, alors qu'il y en a d'autres qui sont encore dans leur corps d'enfant. Donc ça, il a fallu tenir ça garder ça en considération pour le choix des outils. Aussi, le fait que c'était surtout dans des écoles primaires, là, des classes de 7 et 8 dans des écoles primaires, donc il n'y avait pas de local dédié pour faire des travaux. Puis aussi, le type de projet, ben ça, c'était un petit peu plus flou, parce que l'approche, c'était que on va montrer aux jeunes comment utiliser les outils, puis comment utiliser de façon sécuritaire les produits comme des huiles WD-40, puis des cols. Puis les jeunes pourront choisir des projets, puis faire des projets au cours de l'année. Donc, on a développé une formation générique sur l'utilisation sécuritaire d'une scie sauteuse, d'une ponceuse, d'une perceuse, d'une visseuse, puis d'un dépoussiéreur, ou si vous voulez, un aspirateur, sur lequel on branchait la scie sauteuse et la ponceuse, de façon à ce qu'il y ait un minimum de poussière qui soit générée, parce que les jeunes faisaient ça dans leur salle de classe. Donc, il fallait quand même maximiser là, la propreté, puis aussi pour éviter que des jeunes soient obligés de porter des masques. On a aussi donné une formation abrégée, un petit SIM-doute au niveau des cols puis des différents produits de la marque WD-40. Puis on a livré ça dans toutes les écoles, dans tous les groupes de 7 et 8 du conseil scolaire. Puis je veux juste rajouter directement aux élèves. Contrairement à ce qu'on vous a présenté tantôt, c'était aux enseignants. Dans le test, c'était directement aux élèves avec Pierre. C'est ça. C'est moi j'ai circulé dans toutes les écoles, puis avec les jeunes, on leur montrait les outils. Puis l'approche qu'on a prise, c'est qu'on leur expliquait l'outil, on leur expliquait comment l'outil fonctionnait. Je faisais une démonstration devant eux. Puis après ça, chaque élève venait un par un, soit couper un morceau de bois avec la scie sauteuse, poncer un morceau de bois, percer un trou ou poser une vis. Et puis ça, la formation s'est très bien déroulée. Puis à la fin de l'année, moi, j'étais curieux de savoir, là, bon, puis comment ça l'avait été, parce que moi, je n'étais pas là pour le restant, là, pour la fabrication des projets. Puis je pense que le succès a été mitigé, dans le sens que c'était excitant pour les jeunes, sauf que dans bien des cas, ils ont manqué de temps à cause de la complexité ou de l'envergure des projets que les jeunes avaient choisis. Puis aussi, parce qu'il y avait un manque de connaissances techniques de la part des élèves et de la part des enseignants. Ce qui est bien normal, parce que ce n'est pas tous les enseignants qui peuvent être experts en ébénisterie, en mécanique, là, savoir réparer des moteurs et tout ça. Donc, le succès a été mitigé, puis ce qui a fait qu'on a proposé au lieu de juste montrer les outils puis dire aux jeunes, bon, ben là, débrouillez-vous avec vos projets, ben de prendre une approche où on leur proposerait des projets qu'ils pourraient certainement réaliser dans le laps de temps qu'il y avait pendant l'année. Donc, par la suite, et même pendant la pandémie, on a élaboré des projets comme une chaise Adirondack. Alors là, pour la chaise Adirondack, comme vous voyez en bas à gauche, là, on a fait des patrons en plexiglas parce que là, c'était pendant la pandémie. Donc, les patrons à l'époque, hein, quand on touchait quelque chose puis on passait à quelqu'un d'autre, il fallait l'essuyer, il fallait le laver. Et puis donc, on a fait des patrons, on a fait des instructions détaillées pour découper puis assembler les chaises. Puis, on a fait une formation. C'est moi qui formais les profs et les jeunes, mais à distance, donc via Teams, comme ça. Là. Et puis aussi, on a fait des tables de pique-nique. Ça, c'était live, là. C'était après la pandémie. On a aussi fait des boîtes à fleurs. Puis, on a aussi offert une formation aux enseignants sur des outils stationnaires. Puis, je pense que tous ces projets-là ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes parce que c'était des objets qui étaient concrets. Les chaises Adirondack, il y a des jeunes qui les ont bâtis puis qui les ont installés dans les agoras des écoles. Je pense qu'il y en a d'autres qui en ont vendu des chaises. Mais c'était des réalisations tangibles et concrètes dont les jeunes pouvaient être fiers de leur réalisation. Les tables de pique-nique, c'était un projet, je pense, en 3 conseils scolaires, des 8e années de 3 conseils scolaires.
Puis les jeunes qui participaient à l'atelier, ben, la table de pique-nique qu'ils construisaient était livrée à son école. Donc, le jeune, quand il revenait, il peut dire, ben, c'est moi qui l'ai fait, cette table-là. Donc, ça a été très... Puis les boîtes à fleurs aussi, je pense que c'est un projet communautaire. Puis les boîtes à fleurs ont été livrées à des résidences pour personnes âgées. Donc, encore là, des projets que les jeunes pouvaient dire à leurs amis ou à leurs parents que, hey, c'est moi qui l'ai construit, cette boîte-là. Puis, depuis 2003, le projet a évolué, puis c'est là qu'on a lancé le projet des planches à roulettes, puis qu'on a décidé au lieu que ce soit moi qui se promène dans les écoles, parce que voulez-vous, je vieillis, là, un peu comme tout le monde. Puis ça fait plusieurs fois que je dis à Sylvain, là, Sylvain, il faut que je prenne ma retraite là, un jour. Donc, on a décidé qu'on va former les enseignants pour faire ces projets-là avec les jeunes. Et puis aussi, je pense que Sylvain, au début, les outils étaient envoyés là, via le système de courrier interne du conseil scolaire d'une classe à l'autre. Puis les outils se faisaient endommager, puis il y a des morceaux qui disparaissaient et tout ça. Donc, l'idée est venue de créer une remorque dans laquelle on mettait les outils. Puis c'est à force de discuter avec Sylvain de comment ça fonctionnerait le matin. Là. Le prof, il vient avec ses jeunes, il rentre dans la remorque, puis il donne des outils aux jeunes, puis le jeune part avec ses outils, puis il amène ça dans la salle de classe. Que là, l'idée est venue de pourquoi on ne fait pas des petits établis mobiles dans lesquels il y aurait les outils. Puis là, on sort ça de la remorque, on amène ça en salle de classe, puis les élèves travaillent sur ces établis-là, ces postes de travail-là. Puis comme ça, quand il va couper, ben, si par erreur, il coupe la surface de travail, ben, ce n'est pas la table dans la salle de classe ou ce n'est pas son pupitre. Au moins, c'est quelque chose qu'on peut facilement remplacer. Puis, je pense que c'est devenu très, très populaire, puis très utile, puis très apprécié de tout le monde. Donc, en termes de projets, on a fait des chaises Adirondack, des tables de pique-nique, des boîtes à fleurs et des planches à roulettes. Puis, dans tous les cas, notre considération première, ça a toujours été la sécurité. Il faut que les jeunes soient capables de réaliser ces projets-là en sécurité. Parce que s'il y a une chose qui va faire arrêter le projet, c'est qu'un jeune qui se coupe un doigt, qui perd un doigt, tout de suite, quand il y a des événements comme ça, là, tout est remis en question. Et puis, souvent, la réaction, c'est on arrête. On arrête parce qu'on a eu un accident. Et puis, c'est la chose qu'on veut éviter avant tout, qu'il y ait un accident sérieux, comme exemple, là, la perte d'un doigt. L'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit un projet clé en main pour les enseignants. Les enseignants, vous êtes tous des enseignants, vous êtes plein de qualités, mais comme moi, vous n'avez pas toutes les qualités, puis toutes les compétences, puis toutes les habiletés sur la planète. Donc, il faut que ça soit à la portée de tous. Puis vous avez déjà, je suis marié à une enseignante, je le sais, qu'on vous donne un fardeau tellement grand, là, on veut que vous régliez tous les problèmes du monde, que si en plus, on vous donne des projets qui sont à moitié ficelés, puis que ça ne tient pas debout, bien on sait que ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça soit un projet clé en main, puis il faut que ça soit excitant et réalisable pour les jeunes. Donc, parce que, en bout de ligne, si les jeunes ne sont pas engagés, si vous trouvez ça difficile, ben, on n'arrivera pas au succès qu'on veut. Alors, nous, notre rôle dans tous ces projets-là, ça a été, nous, chez FIT, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a conseillé sur le choix d'outils. Comme exemple, nous, on a conseillé de prendre des outils qui étaient branchés sur des dépoussiéreurs ou, si vous voulez, des aspirateurs. Puis au niveau des aspirateurs, les aspirateurs que vous voyez dans le petit module, là, dans la photo à droite, là, donc il est quand même très petit, mais c'est un aspirateur qui répond à la norme HEPA. Puis HEPA, ça veut dire que cet aspirateur-là va enlever 99,95% de toutes les particules qui sont plus grosses que 0,3 microns. Un cheveu humain, ça a à peu près 70 microns de diamètre. Donc là, ici, on parle de 0,3 microns.
Donc, un micron, c'est un millième de millimètre ou un millionième de mètre. OK? Puis, une bulle de savon, ça a l'épaisseur, la paroi d'une bulle de savon, ça a l'épaisseur de quelques microns. Donc, ça enlève vraiment là, presque toutes les particules qu'il y a dans l'air. Puis ça, il faut en tenir compte. Un, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas dans des salles dédiées. Donc, on veut minimiser toute la poussière et tout ça. Puis aussi, on ne peut pas savoir quelle personne va être allergique à quelle poussière de bois. Donc, au moins, ça élimine ces risques-là. L'autre chose aussi, on a développé des procédures d'utilisation sécuritaire des outils. Comme j'ai dit tantôt, on veut absolument éviter qu'un jeune se coupe un doigt avec une scie sauteuse. Aussi, il faut tenir compte du fait que les jeunes écoutent peut-être des émissions de rénovation à la télé, puis souvent dans ces émissions-là, c'est du spectacle. Ce n'est pas des bonnes pratiques de travail qu'on enseigne dans ces émissions-là. Alors, comme exemple, nous, dans nos procédures, le jeune ou l'élève doit utiliser des serre-joints pour fixer la pièce de bois sur l'établi afin qu'il puisse avoir les deux mains sur l'outil quand il travaille. C'est évident que si tu as tes deux mains sur l'outil, les chances que tu te coupes un doigt sont beaucoup plus, sont réduites à presque zéro. Que si tu tenais ton morceau de bois avec une main, puis tu tiens l'outil avec l'autre main et tu coupes. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple dans nos procédures, c'est que c'est seulement l'enseignant qui peut changer le follet d'une perceuse ou la lame d'une scie sauteuse. Parce qu'on ne veut pas que les élèves manipulent les lames et les follets. Et puis aussi, qu'on débranche l'outil ou on enlève la batterie avant de vérifier, faire l'inspection de l'outil et de manipuler le follet ou la lame. Alors ça, c'est des exemples de procédures qu'on a développées. Aussi, on a développé un passeport de sécurité des élèves. Alors, le passeport, ça contient les comportements observables qu'on veut que les élèves adoptent dans l'utilisation des outils. Puis, c'est un système progressif. Là, au fur et à mesure que l'élève suit sa formation puis qu'il accomplit des projets, il peut progresser dans les différents niveaux à l'intérieur du passeport. Puis je veux juste rajouter à ça, Pierre, Oui. parce que nous, comme conseil, on a pris ce passeport-là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé dans le EAV, nos écoles utilisent la plateforme EAV ou Brightspace. Puis les élèves reçoivent des badges. Fait que quand ils participent à une formation avec un enseignant puis qui ont démontré toutes les habiletés, ils vont recevoir les badges en suivant les critères qui ont été établis par la compagnie FIT. Puis là, de cette façon-là, la badge suit l'élève. Fait que s'il s'en va de 7e à 8e année, je n'ai pas besoin de recommencer à zéro dans ma formation. Oui, je vais y faire un refresher, mais je sais que l'année passée, il a fait un projet, il a utilisé les outils. Fait que nous, c'était une façon électronique de suivre le progrès de l'élève. Excuse, vas-y. OK. Puis, bon, suite au passeport de sécurité, on a développé une formation pour les formateurs, donc pour que les enseignants puissent enseigner l'utilisation sécuritaire des outils aux élèves et aussi enseigner la fabrication de la planche à roulettes. Et puis, puis suite à ça, on a développé aussi un outil d'évaluation des formateurs. Donc, de la même façon qu'on veut que les élèves adoptent des comportements sécuritaires avec les outils, donc on retrouve ces mêmes comportements-là au niveau de l'outil d'évaluation des formateurs, parce qu'il faut que les formateurs adoptent ces comportements-là aussi. Mais en plus, on évalue la capacité des formateurs à enseigner l'utilisation sécuritaire des outils. On a fait un prototype de l'établi mobile que vous voyez. On a développé un prototype, puis on l'a testé. Puis après ça, on a fabriqué l'établi mobile et on a fait l'aménagement de la remorque que vous avez vu au début. Et puis aussi, on a aidé le conseil à identifier des équipements puis des différentes fournitures pour le projet. Comme exemple, la colle qui est utilisée. On a identifié une colle qui était non toxique, qui était à l'épreuve de l'eau. Puis, cette colle-là a été achetée dans des galons. Puis, on a identifié une pompe pour que ça soit plus facile à remplir les contenants des petits, je pense que vous pouvez les voir, les petits casseaux rouges là, de colle, là, au lieu de verser le galon. Là, parce qu'on peut imaginer là, un jeune plus petit là, qui verse, là, puis que là, la colle déborde partout. Donc là, avec une pompe, c'était beaucoup plus facile pour
vider la colle. Donc, c'est des genres de choses qu'on a fait, nous, pour Franco-Nord. Au niveau de la formation du personnel, alors, la première chose qu'on a faite, c'est nous, on s'est spécialisé dans la fabrication d'une planche à roulettes. Donc, on a appris comment faire ça. On a fabriqué des planches à roulettes. On a fait de la recherche sur les produits qu'on utilisait, sur la toxicité et tout ça, pour minimiser tous les risques. On a développé les outils didactiques. On a fait des vidéos. On a fait des présentations PowerPoint. On a développé des prototypes que les enseignants peuvent se servir pour enseigner, pour utiliser là, dans l'enseignement. Puis, on a développé le manuel des formateurs, qui est un PowerPoint qui est remis de façon électronique, là, qui est disponible sur le réseau du conseil, puis que les profs peuvent modifier puis utiliser à leur guise. On a développé, comme je mentionnais, le guide d'évaluation. On a offert la première formation, qui était un peu, si vous voulez, une formation pilote. On l'a évalué, puis on a fait des petits ajustements pour la deuxième formation. Et puis, en septembre, on l'offre de nouveau là, à Franco-Nord. Pierre, juste pour te dire, il va nous rester 2 minutes. OK. Alors, au niveau de la formation du personnel, donc on l'offre à tous les nouveaux enseignants de 7 et 8. On fait une recertification pour ceux et celles qui n'auront pas donné la formation au cours d'une année scolaire ou aux 3 ans pour ceux qui l'ont donné. Je sais qu'il y a un SharePoint au niveau de Franco-Nord pour que les enseignants puissent échanger entre eux. Et puis, nous, on est disponible sur appel au conseil scolaire pour si jamais il y a des questions techniques. Et puis, ce qui est important aussi au niveau de la formation puis du soutien, c'est qu'on continue à recevoir du feedback de la part des enseignants et des jeunes au niveau de est-ce que les établis mobiles, les outils, la remorque, est-ce que ça continue de répondre aux besoins des élèves? Et si j'avais 2 conseils à vous donner, c'était assurez-vous que votre objectif est clair et précis, surtout en ce qui est trait aux résultats que vous voulez au niveau des jeunes, au niveau de leur apprentissage, les compétences, les habiletés, les connaissances, puis les expériences que vous voulez qu'ils vivent. Puis l'autre chose, c'est qu'oubliez pas que si vous vous lancez là-dedans, ça peut sembler gros et compliqué, mais vous n'êtes pas tout seul. Capitalisez sur l'expérience des autres conseils scolaires, puis faites appel à des ressources extérieures, que ce soit nous, FIT, ou d'autres organisations à l'extérieur. Comme ce projet ici, ça a commencé d'une certaine façon, puis on a évolué à où est-ce qu'on est rendu maintenant. Puis, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas faire la même chose. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'on voit des thèmes récurrents. Planification, prendre le temps, parce que je pense que ça fait déjà 1h20. On vous a présenté énormément de choses ce matin, là. Donc, vous voyez qu'il faut juste prendre le temps, puis il faut vraiment, vraiment capitaliser sur des partenariats. Je pense que, sans FIT, on ne serait pas où on serait aujourd'hui. Sans Pierre, on ne serait pas où on serait aujourd'hui. Donc, il faut faire appel à ces expertises-là. Là, vous avez la chance d'avoir un autre conseil scolaire qui a vécu un petit peu le processus. Peut-être que votre makerspace va être complètement différent parce que, comme on a parlé tantôt, nous autres, notre vision, c'est les métiers spécialisés. Vous allez peut-être avoir une vision différente pour votre makerspace. Mais les étapes risquent d'être très similaires au niveau de la formation, de la planification, du financement, de la gestion des espaces physiques dans vos écoles. Ça risque d'être très similaire. Puis en allant chercher les bons experts, ça va vous sauver énormément de temps à votre bout au niveau de la planification. Fait que Pierre, j'apprécie énormément que tu aies accepté mon invitation ce matin. Puis c'est ça, merci beaucoup. Puis on se rejase certainement bientôt. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, je vais passer à la dernière section de la présentation. Je vais aller assez vite. Vous allez avoir accès à la présentation plus tard, mais on va regarder aux petits pièges qu'il faut essayer d'éviter. Je l'ai déjà dit, mais vouloir aller trop vite. Le projet peut vraiment s'effriter rapidement. Nous autres, à notre bout, on a risqué à un certain point de perdre notre projet dans le sens que comme on ne savait plus trop où aller avec nos outils, a vraiment fallu se réorganiser, se réévaluer nos choses, puis établir un objectif précis. Fait que prenez le temps. Si vous êtes arrivé ce matin en ayant en tête, j'espère pouvoir lancer un makerspace cette année dans mon école, peut-être je prends un pas de recul, voir ce que vous voulez accomplir, puis ça va peut-être vous donner l'année pour le monter, puis identifier tous vos besoins.
pour vraiment assurer l'engagement de tout le monde dans votre école et dans votre conseil. Puis ça va vraiment assurer le succès à long terme. Un autre piège à faire attention, c'est de négliger les données. Partez toujours de vos élèves. Qu'est-ce que vos élèves ont besoin? Moi, je peux vous dire que dans mon conseil, les directions d'école m'approchaient en 2017-2018. C'est pour ça qu'on a commencé des choses avec Pierre, parce qu'on cherchait à trouver des façons de réengager nos élèves décrocheurs de 7 et 8, nos élèves qui cherchaient à faire des choses pratico-pratiques. C'est de là que ça a tout parti, notre Makerspace. Fait qu'allez voir ces données-là. Partez des élèves puis de voir c'est quoi leurs besoins pour lancer votre Makerspace. Assurez-vous que votre Makerspace, ce n'est pas juste vous, mais c'est dans votre culture d'école. L'engagement de votre direction d'école est primordial au succès, mais évidemment l'engagement des autres enseignants et des autres membres du personnel dans votre école. Sous-estimez pas les besoins en maintenance d'équipement. Puis je vais te dire, moi, je l'ai fait à mon bout cette année. Je ne m'attendais pas, puis on a acheté des outils de haute gamme. Je ne m'attendais pas, même avec des outils de haute gamme, à avoir réparé autant de choses. Ce n'était pas des grosses réparations, une chance, parce que c'était, je vais dire, parce que c'était des outils de haute gamme, c'était des petits morceaux qui cassaient ici, puis là, des morceaux qui étaient faciles à remplacer. Mais ça, c'est du temps à votre bout que vous devez investir, non seulement dans la réparation de l'outil, mais à trouver ces morceaux-là, parce que souvent, des petits morceaux techniques, les entreprises ne les ont pas nécessairement en stock. Fait que vous devez passer des commandes. Fait que moi-même, pour l'année prochaine, je vais me faire un stock en début d'année pour m'assurer que quand les outils brisent, j'ai les morceaux déjà prêts pour réparer les outils. Parce que si vous avez un petit makerspace dans votre école avec 1, 2 ou 3 outils, s'il y en a 2 qui sont brisés, tu viens de réduire ta capacité de production de 33-66 %. Fait qu'il faut être prêt à réparer ces outils-là. C'est quelque chose que moi, j'ai appris cette année. Le manque de planification dans l'espace physique. Vous avez remarqué entre notre remorque, entre le module de travail des élèves, cette planification-là a pris quelques mois et des tests aussi. Donc, on a fait développer des modules, on a essayé des modules avant d'aller au produit fini. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Si vous avez une salle de classe dédiée dans votre école, ça va être un gros bonus. Vous allez pouvoir la construire ou la planifier comme vous la voulez. Par contre, assurez-vous de discuter avec votre service d'immobilisation puis que tout le monde soit sur la même page. Donc, on est rendu un petit groupe parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui devaient partir dans un autre cours, mais s'il y en a qui sont avec moi en ce moment, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous aujourd'hui, puis possiblement résumer la séance en un seul mot? Est-ce que je ne veux pas mettre personne sur le spot? Est-ce que j'ai des gens ici qui seraient voulants de faire un petit partage? Donc, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi ce matin? Encore une fois, on vous a présenté une tonne d'informations. Puis si vous êtes en mesure de résumer cette séance en un seul mot. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Bien, pour ceux qui sont encore avec moi, si vous avez des questions, voici mon adresse courriel. Encore une fois, c'est un gros projet qu'on vous a présenté ce matin, mais si vous cherchez à en lancer un dans votre conseil scolaire, vous pouvez toujours me communiquer avec moi et on peut se rencontrer parce qu'il y a des ressources que je ne vous ai pas présentées ce matin. J'ai des gabarits pour des demandes de fonds. J'ai des présentations PowerPoint que j'ai fait à mes patrons pour leur présenter les projets que je pourrais aussi vous partager, discuter avec vous, que vous pourriez adapter évidemment pour vos besoins. Donc, la dernière petite chose que j'ai besoin de vous, si vous êtes là, c'est de compléter le petit sondage de rétroaction de la formation. Écoute, Sylvain, je te dis merci pour cette formation ce matin. Je dis merci aussi à tes invités. Ça a été excellent. Et puis, écoutez tout le monde, merci pour votre présence. Et puis, j'arrête l'enregistrement de cette formation. Excellent. Merci beaucoup, Louis.